Derrière moi en préfecture, la cellule de crise a continué de travailler pour coordonner les secours, essayer de retrouver des victimes. Il y a officiellement 8 personnes portées disparues dans les vallées de la Vésubie, de la Tinée, de la Roya. Parmi ces disparus, 2 pompiers qui circulaient dans leur voiture à la Bolène-Vésubie quand la route s'est effondrée. Et puis les 2 personnes âgées dont vous avez parlé, qui vivaient dans une petite maison installée à Roquebillière en bordure de la Vésubie, maison qui s'est littéralement effondrée, happée par les flots. Donc 8 portés disparus, 3 personnes recherchées pour lesquelles il y a une suspicion de disparition. Ce matin, Christian Estrosi, le maire de Nice, parlait de 2 corps retrouvés, mais pour l'instant, il n'y a pas de confirmation officielle et d'ailleurs, il n'y aura pas de bilan officiel avant l'arrivée des ministres Gérald Darmanin et Jean Castex sur place tout à l'heure. Merci beaucoup Jacqueline, on va peut-être vous retrouver dans quelques instants pour un nouveau point, mais d'abord retour sur une journée et une nuit terrible à cause d'une tempête météo. Imaginez que par endroits il est tombé parfois 200 litres d'eau par mètre carré, jusqu'à 500 litres aussi sur certaines zones. En moyenne 200 litres d'eau par mètre carré sur 1 kilomètre seulement, ça fait 200 millions de litres, c'est presque impensable. Et c'est cette quantité d'eau qui a créé le chaos. Tout de suite, le rappel des images avec Olivier Chartier-Delègue. L'image terrible a été captée par l'un de nos confrères de Nice Matin. Dans quelques instants, la petite maison va être avalée par les flots de la Vésubie déchaînée. Avec elle disparaissent ses 2 occupants de 80 et 90 ans. Plus bas dans la vallée, le pont Maïssa n'a pas résisté. Son tablier s'effondre dans des gerbes d'étincelles électriques. La tempête Alex a durement frappé le haut pays des Alpes-Maritimes, avec par endroits des cumuls de 500 litres de pluie au mètre carré tombés en quelques heures. Les dégâts sont impressionnants. Il y a déjà eu des crues, mais jamais autant à cet endroit. C'est la première fois que je vois ça à Saint-Martin-et-Duby, c'est vraiment impressionnant. Vraiment, c'est catastrophique pour Saint-Martin-et-Duby et pour notre village. Il faut que tu fasses, il y a 2 équipes de plongeurs qui arrivent en plus, évacuer cet immeuble. Donc là, déjà, première maison, ils ont fait des évacuations, mise en sécurité. Pour les pompiers qui sont venus vous chercher, Ponts effondrés, routes emportées, réseaux téléphoniques très faibles, lignes électriques hors service. Comme Saint-Martin-Vésubie, certains villages sont littéralement coupés du monde. Dans les vallées, le bilan matériel est élevé, mais le bilan humain de la catastrophe s'annonce tragique. Ce matin, on dénombrait au moins 9 personnes disparues, dont 2 pompiers happés par les flots en pleine mission de sauvetage. Sur le littoral, le vent a soufflé fort par rafale et plusieurs violentes averses ont balayé la Côte d'Azur. Pendant plusieurs heures, la chaussée sud de la promenade des Anglais a été fermée à la circulation. Mais rien de comparable ici aux scènes d'apocalypse de l'arrière-pays. La tempête Alex a réservé ses coups les plus féroces à la montagne. Pris au piège, de nombreux habitants du Haut-Pays venus travailler sur le littoral n'ont pu regagner leur domicile. Pour eux, des centres d'accueil d'urgence ont été ouverts, comme ici, à Carros. Le repas et une brosse à dents pour voilà, vous faites votre toilette. Ce matin, il ne pleut plus, mais la situation reste tendue dans les vallées de la Roya, de la Tinée ou de la Vésubie. En aval, le fleuve Var gronde toujours, comme charriant un flot de mauvais souvenirs. Image dramatique, image impressionnante. Avec nous dans le 12-13, un représentant des pompiers du SDIS 06, le colonel Nicolas Franck. Bonjour, merci d'être venu sur le plateau du 12-13. Vous avez bien sûr d'abord une pensée pour toutes les victimes et notamment pour vos 2 collègues. Effectivement, hein, l'information dramatique qui nous est arrivée hier soir et la disparition de 2 de nos collègues qui effectivement étaient engagés pour porter secours et qui se sont retrouvés malheureusement emportés par les flots dans leur véhicule. Est-ce qu'on connaît les circonstances et la route qui s'est affaissée? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient engagés sur une route pour essayer de progresser, puisque vos images l'ont bien montré, les routes sont très difficilement praticables, pour essayer de progresser et atteindre ces vallées éloignées du bord de mer des Alpes-Maritimes. Et lorsqu'ils cheminaient, malheureusement, la route s'est effondrée au niveau de la Bolène-Vésubie et ils ont été emportés par les flots. Je peux vous dire qu'à cet instant-là, l'ensemble des moyens qui étaient déjà présents sur place ont entamé les recherches immédiatement. Les conditions météo, la nuit, ont fait que malheureusement, encore une fois, cette nuit, il n'a pas été possible de localiser ni leur véhicule et encore moins leur corps, malheureusement.
Émotion très importante ce matin pour tout le département des Alpes-Maritimes vis-à-vis des victimes, évidemment. On a vu aussi qu'on a pu retrouver, on le précise à nouveau, qu'on a pu retrouver un gendarme sain et sauf à Saint-Martin-Vésubie. Ça, c'est très très important de le dire. Combien de personnes aujourd'hui engagées? Donc ce samedi, combien de personnes engagées pour les secours? Les chiffres sont très précis, effectivement. Nous avons 604 sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes déployés sur le terrain, donc depuis hier soir jusqu'au plus fort de la lutte et encore aujourd'hui. Nous avons, grâce à une organisation zonale, pu acheminer 348 sapeurs-pompiers venus de l'ensemble des départements limitrophes, voire depuis le 34, depuis l'Hérault. Ce qui nous a permis, depuis l'épisode pluvieux, de mettre en sécurité 239 personnes déjà. Donc déjà 239 personnes mises à l'abri. Et malheureusement, nous sommes à la recherche des disparus concomitamment avec les forces de gendarmerie. Alors, on va préciser aussi une chose, que ce qui est compliqué ce matin, c'est l'accès, parce qu'on a vu qu'il y avait 53 routes qui étaient coupées. Donc, comment faites-vous? Est-ce que vous pouvez utiliser des hélicoptères? Comment ça peut se passer? Alors, effectivement, la difficulté première que nous avons rencontrée hier soir, à la tombée de la nuit, c'est bien l'acheminement de nos renforts. Les renforts, essentiellement, proviennent du littoral. Il faut les acheminer en nombre, et les routes barrées ne nous ont pas permis d'aller jusqu'au cœur des villages, au cœur des sinistrés. Ce matin, la météo nous aidant, effectivement, nous avons déployé jusqu'à 9 hélicoptères de la sécurité civile, de la gendarmerie nationale, de l'armée, que nous avons pu équiper en moyen avec des sauveteurs qualifiés à la fois en milieu périlleux et en milieu inondé, qui nous ont permis de se projeter au plus loin dans ces vallées, de les reconnaître pour pouvoir identifier les points où nous pourrions éventuellement dégager ces axes et essayer de faire les premiers sauvetages. Merci colonel Franck, merci d'être venu représenter le SDIS ici, et j'ajoute ensuite qu'évidemment hier quand on était sur le terrain, la population vous remercie, hein. Il y a vraiment un élan d'affection très très certain vis-à-vis de vous, vis-à-vis des pompiers qui risquent leur vie. On l'a vu puisque deux de vos collègues ont disparu dans les intempéries. Merci. On va maintenant passer à la réaction de Christian Estrosi. Christian Estrosi qui est maire d'Aunis, vous le savez, mais qui est aussi président de la métropole, qui regroupe toutes ces communes du Haut-Pays. Il vient de donner une conférence de presse il y a peu de temps sur les berges du Var. On va l'écouter tout de suite. Les mesures immédiates à prendre consistent à avoir le plus de moyens aéroportés de mobiliser, qu'avec à la fois le SDIS, les militaires et l'arrivée du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur dans quelques instants, avec lesquels j'ai communiqué, correspondu, ainsi qu'avec le président de la République hier dans la soirée, sont là pour nous confirmer que nous aurons des moyens lourds de l'armée qui seront mis à notre disposition dans la journée, à la fois pour ravitailler et pour évacuer toutes les personnes qui doivent l'être vers le littoral, c'est-à-dire d'abord les personnes qui sont fragiles en matière de santé, et il y en a, les personnes qui ensuite étaient en séjour et n'ont pas de résidence là-haut et qui sont aussi nombreuses, et puis les personnes qui n'ont aucune chance de pouvoir occuper leur domicile avant longtemps, et que nous nous chargerons avec nos services sociaux d'héberger naturellement le temps qu'il faudra, et nous les prendrons en charge et nous les accompagnerons dans toutes leurs démarches. Voilà la réaction de Christian Estrosi, président de la métropole. C'est une Côte d'Azur sonnée que l'on retrouve ce matin, qui a eu peur, évidemment. Et c'est une Côte d'Azur qui a aussi des problèmes, évidemment, pour rentrer, pour retourner dans les vallées, parce que beaucoup de personnes travaillent sur le littoral et n'ont pas pu hier soir rentrer chez elles. On va retrouver maintenant, en principe en direct, Nathalie Layani devant la caméra d'Ariane Massiglia. Nathalie, bonjour. Je crois que vous êtes à la réunion de la Tinée et de la Vésubie vers Saint-Martin-du-Var. Vous me le confirmez si c'est ça. Et là, vous vous trouvez avec des personnes qui n'ont pas pu rentrer chez elles? Voilà, c'est ça. On est précisément, Jean-Bernard, là où la route s'arrête pour tous les habitants des vallées de la Tinée et de la Vésubie. Vous l'avez dit, à l'embouchure entre les deux vallées, à la confluence entre le Var et la Vésubie, que vous voyez derrière moi, cette rivière de boue qui coule encore très fort ce midi. Et à quelques dizaines de mètres derrière moi, la première route qui s'est effondrée, qui s'est dérobée sous la force de l'eau. Des routes coupées, des glissements de terrain, des chutes d'arbres. C'est comme ça sur quasiment toutes les routes qui mènent au village du Haut-Pays dans ces vallées. Et vous imaginez
imaginez donc la galère des habitants de ces vallées qui tentaient de rentrer chez eux pour constater l'ampleur des dégâts ce matin. Alors certains s'étaient réfugiés à Nice hier soir, d'autres revenaient du travail et vers 21h se sont retrouvés bloqués ici. Ils ont dormi dans leur voiture. Alors quand ils se sont retrouvés bloqués d'abord à Saint-Martin-du-Var puis ici à Plan-du-Var, certains ont entrepris un long périple de près de 2 heures en passant par Lucéram, la Bolène, Vésubie, en espérant arriver certains jusqu'à Roquebière, mais sans garantie de pouvoir y arriver. On a recueilli leurs témoignages ce matin. C'est bloqué à Saint-Jean-la-Rivière, avant et après Saint-Jean-la-Rivière. Donc il n'y a pas moyen de passer. Donc il ne me reste plus qu'une seule solution, parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes. C'est de passer par Peracava, le Turigny et redescendre sur la Bolène. Et si c'est bloqué comme il l'annonce à Gordolon, donc entre la Bolène et Roquebillière, je laisserai la voiture là, puis je finirai à pied. Je suis bloqué depuis 21h hier soir. Donc j'ai passé ma nuit dans la voiture sur le parking en bas au Beaurousse. Et puis voilà, on attend les informations qui viennent au goutte à goutte. Et ce père de famille qui est assez pressé de rentrer chez lui nous a confié que si dans l'après-midi la route n'était pas rouverte, lui aussi rentrerait à pied, quelles que soient les consignes des gendarmes qui vraiment mettent en garde les automobilistes. De toute façon, l'accès est interdit et sur consigne du préfet, il est bloqué avec avec une grande fermeté, y compris évidemment pour les touristes. Alors leur sort est beaucoup moins grave, mais vous allez le voir, certains n'ont visiblement pas écouté la radio ce matin. Ils ont dû replier bagages avec évidemment beaucoup de philosophie compte tenu des circonstances. Nous voulions dormir à l'hôtel des Deux Vallées et nous n'avons pas pu venir puisque le pont de Charles Albert là, voilà, était fermé. On est de Nice et on allait à Berthemont. Faire une journée au spa, et on va aller faire une journée en Italie. Voilà, et la priorité évidemment pour les autorités, c'est de désenclaver ces deux vallées parce qu'aux routes coupées s'ajoute le problème des réseaux d'électricité, de téléphonie mobile qui sont encore extrêmement perturbés et qui compliquent, vous l'avez dit Jean-Bernard, l'intervention des secours. Et la consigne est claire, ne pas se rendre dans les vallées toute la journée. Pour l'instant, l'accès est impossible. Merci beaucoup Nathalie, en direct avec Ariane, avec la caméra d'Ariane. Et justement, vous en parliez à l'instant Nathalie, on va retrouver Magali Roubaud sur ce plateau. Magali, ce matin, est-ce que vous avez pu faire un point sur les problèmes d'électricité, de coupure d'électricité et aussi de réseau téléphonique? Oui Jean-Bernard, j'ai 2 chiffres à vous communiquer. 12 000, c'est le nombre de personnes qui sont privées d'électricité actuellement, essentiellement dans les 3 vallées, nous dit Enedis, qui est le seul fournisseur d'électricité dans ce secteur géographique du département. Le second chiffre, c'est 300 personnes qui essaient de rétablir ce courant, cette électricité. Alors il y a les salariés de l'entreprise, mais il y a aussi l'armée qui a été appelée en secours et qui fait des repérages d'hélicoptères. La priorité, bien évidemment, c'est rétablir l'électricité, mais en assurant la sécurité des personnes et des clients et surtout en arrivant à accéder à ces lieux. Ils sont confrontés aux mêmes problèmes que tout le monde. Ils doivent accéder aux endroits pour pouvoir les réparer. Un dernier chiffre. 14 000 foyers, personnes étaient privées d'électricité hier, donc 2 000 ont été rétablis. Magali, ce qu'il faut dire quand même à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas joindre au téléphone, donc Magali vient de le dire, c'est normal parce qu'il n'y a pas de réseau, n'imaginez pas le pire forcément, c'est ça qu'il faut dire. Nous-mêmes, on a essayé de joindre pour avoir des témoignages des personnes dans ces vallées, dans ces villages, les maires, des élus, des adjoints, des habitants. On n'a pas eu de réponse, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, c'est juste qu'effectivement, il y a un problème majoritairement de communication. Merci beaucoup Magali pour ce point. On part maintenant en direct par téléphone, si c'est possible, avec Denise Delahaye qui a essayé de rejoindre la Bolène Vésubie, mais je pense qu'elle a essayé de passer par le col du Turigny, par Peracava au Moulinet. Denise, est-ce que c'est cela? Est-ce que vous êtes sur la route? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends Jean-Bernard et effectivement, j'ai réussi à rejoindre le fleuve Var en passant effectivement par la Bolène et par le col de Turigny. J'y ai croisé effectivement de nombreux automobilistes qui habitent la vallée et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ce que font tout le monde, les habitants de ces vallées, pour essayer de rejoindre différents endroits. On passe par les routes, on essaye de voir si on peut passer ou pas. Et là, effectivement, c'est un paysage impressionnant, sous le soleil. Je suis face à cette partie de la route qui s'est complètement effondrée et qui a coupé effectivement le haut de la vallée du bas. Plus personne ne peut passer, il faut faire tout ce chemin par le col de Turigny.
Merci beaucoup Denise, reportage complet ce soir, France 3 Côte d'Azur, la télévision régionale et publique mobilisée évidemment aussi pour vous donner ces informations. On va se retrouver ce soir à 19h, mais d'ici là on a encore le temps de faire un bilan avec le colonel Franck donc, qui représente le SDIS 06, les pompiers donc, du département des Alpes-Maritimes. Est-ce qu'on peut faire un bilan vraiment des victimes et des personnes de la personne qui a été retrouvée? Alors oui, comme vous l'avez compris, hein, le bilan est quand même toujours à affiner. Il est compliqué de remonter ces informations, eu égard au fait que les communications sont coupées. Et je voudrais juste insister là-dessus avant de vous redonner des chiffres. Il est pareil pour les personnes qui veulent joindre les secours en faisant le 18 ou le 112, la téléphonie étant en grande difficulté. Nous avons ouvert nos centres de secours dans les différentes vallées de façon à ce que les personnes puissent y aller à pied, se rendre directement à la caserne et éventuellement se faire porter secours directement sur place ou demain appeler les secours de façon verbale plutôt que d'essayer de téléphoner, ce qui nous permet là aussi de mailler le terrain beaucoup plus efficacement que ce que nous pourrions le faire normalement. Si vous pouvez joindre des amis, donnez vraiment cette information. Dernière information aussi, le bilan. Donc on parle de 11 personnes, c'est ça, c'est 11 personnes disparues. C'est ça, c'est un bilan qui, je répète, reste à affiner. Dont, encore une fois, malheureusement, nos 2 collègues sapeurs-pompiers qui, eux, n'ont toujours pas été retrouvés. Pour autant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 239 personnes ont été recensées comme ayant été mises en sécurité par les sapeurs-pompiers depuis le début de l'épisode pluvieux. Merci beaucoup. Je m'adresse à la régie. Est-ce qu'on peut rejoindre Jacqueline une dernière fois, Jacqueline Pozzi ou pas? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a le temps? Allez Jacqueline, on va vous retrouver aussi en direct depuis la préfecture, donc au cœur du dispositif où il y a évidemment un PC de secours. Jacqueline, vous confirmez et vous nous rappelez cette bonne nouvelle, le gendarme a été retrouvé? Oui, un gendarme effectivement de Saint-Martin-Vésubie porté disparu hier, retrouvé sain et sauf ce matin. À part ça, je ne peux que malheureusement confirmer ce que vient de dire le représentant des pompiers auprès de vous, Jean-Bernard. Il y a effectivement 8 personnes portées disparues, plus 3 autres recherchées avec une suspicion de disparition. Donc ça fait 11 personnes que les services de secours recherchent aujourd'hui. Merci beaucoup Jacqueline avec Richard de Silvestro donc à la préfecture de Nice. On va se quitter sur ces images qu'on a vues en début de journal, des images tournées tout à l'heure en hélicoptère donc par Frédéric Tissot, mais aussi des images de drone donc qui montrent l'ampleur des dégâts. Regardez avec encore des éboulements ce matin, regardez toutes ces maisons, toute la vallée de la Vésubie, donc Roquebillière, Venançon, mais également Saint-Martin-Vésubie, un village extrêmement touché par ces inondations. Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, parlait tout à l'heure de vision d'horreur. On ne peut parler de toutes les façons pour l'instant que de bilan provisoire parce qu'il y a des dizaines de maisons qui ont été emportées et évidemment les secours nous le disaient à l'instant, on ne peut pas faire un bilan définitif mais il s'agit vraiment d'une catastrophe impensable qui s'est déroulée dans la vallée de la Vésubie, notamment avec également des victimes, il faut le rappeler, dans la Roya, à Breil et du côté de Tende. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on va se retrouver ce soir à 19h pour une édition spéciale. À tout à l'heure. Voilà pour cette page spéciale bien complète signée France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après les intempéries dans le sud-est de l'Hexagone, c'était hier soir et une partie de la nuit. Restez avec nous sur France Info. Un point tout de suite sur l'actualité internationale. Région de Begova dans l'extrême nord de l'Irak. À moins de 15 km derrière ces montagnes se trouve la Turquie. Mais partout ici, la présence d'Ankara se fait déjà sentir. Les bases militaires turques sont nombreuses dans la région et lors de notre reportage, nous avons pu être témoins de la présence de drones dans le ciel et de véhicules militaires turcs sur les routes. Les locaux à qui nous avons parlé ont refusé de témoigner face à notre caméra, craignant d'éventuelles représailles. Ils nous ont confié qu'ils considéraient désormais cette zone comme un territoire turc. Ce Kurde est le seul à avoir accepté de nous parler. Pour des raisons de sécurité, nous avons choisi de ne pas révéler son identité. Originaire de la région, il l'a quitté il y a des années pour fuir le danger. نمهما بصور بقد أبيكي أكينينا أفخونا جام وأكيد بجن جبالها موهاري في تشتي كازناش توفاكنا وفاكن شي تشادا جمينا نحتمونا طورا ديلتنا نحتمونا دين صنوش ديلا كشتا
Selon une récente commission d'enquête du Parlement kurde, plus de 500 villages ont été abandonnés dans le nord de l'Irak en raison du conflit entre la Turquie et le PKK. Notre interlocuteur ne revient dans sa région natale que pour travailler. Ces vidéos de bombardement ont été filmées la veille de notre arrivée sur place. Ils visent les rebelles kurdes du PKK, en guerre avec la Turquie depuis 1984. Cela fait 3 décennies que l'armée turque mène régulièrement des opérations dans le nord de l'Irak, mais elles ont rarement combiné campagne aérienne et terrestre, comme cela a été le cas pendant 3 mois cette année. Plus d'une dizaine de civils sont morts lors de ces attaques. Le 11 août, 2 hauts gradés irakiens extérieurs au conflit ont été tués dans l'une de ces frappes, alors qu'ils rencontraient des membres du PKK pour leur demander de partir de leur zone de contrôle. Mohamed Rachid Goran, à gauche, et Zouber Ali Bradosti, à ses côtés. Ardawan est le fils de ce dernier. الشهيد جنرال عميد زبير علي بنا حق يعني بغدري أودو جنرالا بساري عسكري بعالمي عراق رويشتون تركيا دتوان سياسات لقال حكومتنا لقال بغداد نكبت دو أفسري عراق. Après l'attaque, Bagdad réagit en annulant la visite du ministre turc de la Défense. Mais du côté du PDK, le Parti démocratique kurde, à la tête du gouvernement autonome du Kurdistan irakien, c'est le silence radio. الشهيد زبير اندامك لحزبي بارتي واندام بتسكي بارتي تويته هزكاني عراق ودعوامان لي اوانش لقال حكومات لقال العراق لقال ولاتاني درو بين سرخت او رون كرنيك مان بوتن. Face au conflit en cours, les Kurdes sont divisés. Le PDK, particulièrement implanté à Erbil, entretient de très bons rapports commerciaux avec Ankara. 80% des produits importés au Kurdistan irakien proviennent de Turquie. Pour Dindar Zebari, le chargé de plaidoyer international du gouvernement régional du Kurdistan, aussi appelé le GRK, maintenir de bonnes relations avec Ankara est un gage de stabilité. KRG people is losing in terms of their safety and security and in terms of their displacement. But at the same time also, KRG always has determined to keep the good relationship with Turkey as a key player, as a partner. Le PDK condamne les bombardements turcs dans le nord de l'Irak, mais tient le PKK comme principal responsable. PKK should respect the territorial integrity of Kurdistan in Iraq and not to cause more headache and bring more chaos on the border areas or bring an excuse to Turkey to intervene. Nous nous rendons dans le nord-est de la région, à 1 heure du mont Kandil, où l'un des porte-paroles du PKK a accepté de nous rencontrer. Même ici, à proximité des villes, ses membres redoutent les bombardements. Nos contacts nous demandent d'éteindre nos téléphones portables et changent le lieu de rendez-vous à plusieurs reprises. So the drones are hovering over the area, 724. So now, at this moment, I cannot say that it is fully concentrated over here. So I think it will be relatively safe if we do the interview now, in the shortest time possible. Aucun de ses membres n'est originaire du Kurdistan irakien. Mais leur présence est légitime dans la zone, disent-ils, au nom de la cause kurde, qui n'a pas de frontières, selon eux. The Kurdish cause is a whole. And let's say anybody thinking, any Kurdish party, or let's say Kurdish people, know that, let's say Erdogan is the main enemy of the Kurds. Nous lui demandons de commenter les liens entre le PDK, dirigé par la famille Barzani, et la Turquie, à l'heure où les opérations militaires se sont intensifiées contre le PKK. KDP, the Barzanis, are collaborating with Turkey in order to curb a Kurdish movement in Turkey. It's better for the Barzanis, for the KDP to call on Turkey to solve the Kurdish question peacefully and democratically, and not to collaborate with Turkey against the Kurds. Des pourparlers avaient été engagés entre la Turquie et le PKK fin 2012 et conduit à un cessez-le-feu qui a finalement volé en éclats en 2015. Depuis, l'ONG internationale Crisis Group estime que plus de 5000 personnes ont été tuées dans les combats, dont près de 600 en Irak.
Les Néo-Calédoniens retournent aux urnes ce 4 octobre pour répondre à cette question. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Mais ils avaient déjà voté en novembre 2018 pour répondre exactement à la même question. Alors pourquoi revoter ? Parce que c'est ce qui est prévu dans l'accord de Nouméa, un accord de décolonisation inédit signé en mai 1998 entre l'État français, représenté par Lionel Jospin, et les deux camps néo-calédoniens qui s'opposent. D'un côté, les indépendantistes, le FLNKS, de l'autre, les non-indépendantistes, le RPCR. Les indépendantistes sont en grande majorité des Kanaks, le peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie. Mais ils sont minoritaires à l'échelle de la population. Tout l'enjeu, pour eux, c'est de convaincre des non-Kanaks, donc soit des Européens, soit des Walisiens et Futuniens, qui craignent que l'indépendance ne soit contre eux, ne soit purement Kanak, et qui craignent aussi que les ressources en provenance de la France soient diminuées, de les convaincre de voter pour une forme d'indépendance. De l'autre côté, les non-indépendantistes essayent de convaincre les Kanaks que l'autonomie gagnée est suffisante. Car l'accord de Nouméa prévoit déjà un transfert de pouvoir. Il permet aussi d'organiser jusqu'à 3 référendums pour l'indépendance en une vingtaine d'années. Alors, dans la négociation, les indépendantistes disent « Écoutez, un référendum, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut qu'il y ait de la maturité, il faut qu'on soit sûr du résultat. Maintenant qu'on ne revendique plus une indépendance purement kanak, mais une indépendance ouverte à tous, venez nous rejoindre. » Donc on donne 3 chances à ça. Première chance, en 2018, c'est le non qui l'a emporté à plus de 56%. Les Néo-Calédoniens peuvent donc revoter. Pour ça, il a suffi qu'un tiers des membres du Congrès de Nouvelle-Calédonie le demandent. Nous irons jusqu'au bout parce que c'est le sens de la parole que nous avons donnée au moment de la signature de l'accord de Nouméa. Deuxième chance pour les indépendantistes ce 4 octobre donc. S'ils perdent, ils auront encore jusqu'en 2022 pour organiser un 3e référendum. Madame, monsieur, bonjour. C'est un temps très perturbé que nous retrouvons ce matin au lever du jour. Sur l'ouest, tout d'abord, où le vent va souffler très fort ce matin sur la côte aquitaine. On attend également dans le sud-ouest pas mal de précipitations, de l'ordre de 100 mm de pluie. On aura des pluies plus modérées le matin sur le flanc est et une nette amélioration en cours de journée sur l'est et notamment du côté des Alpes-Maritimes. En attendant, sur les régions de l'ouest, les pluies vont gagner les régions centrales. On aura des pluies plus abondantes dans le sud-ouest avec un coup de tonnerre, le vent qui va se renforcer en cours d'après-midi au nord de la Bretagne. Les températures à prévoir pour ce matin, de 6 à 16 degrés et dans l'après-midi, nous serons en dessous des moyennes de saison au passage de ces pluies. 14 degrés à Paris, 15 à Lille, 16 à Strasbourg, 11 ce sera la minimale du côté d'Aurillac et 21 la maximale pour l'île de Beauté. Très belle journée. Il est bientôt midi sur France Info. Bienvenue si vous nous rejoignez. Actualité à la mi-journée, bien évidemment, marquée et dominée par les violentes intempéries, très violentes intempéries dans le sud-est de l'Hexagone. Les Alpes-Maritimes, notamment, désormais sorties de vigilance. Mais le bilan, comme les craintes, semble lourd. 8 personnes portées disparues. Les secours sont à leur recherche. En ce moment même, important dispositif déployé, bien évidemment, pour la recherche, mais aussi pour venir en aide aux populations touchées. L'armée est déployée, priorité à un retour de l'électricité et de l'eau potable. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin doivent se déplacer dans les Alpes-Maritimes. Ce sera en début d'après-midi. D'ici quelques heures, ils seront sur place. Nous le suivrons bien évidemment sur France Info. Pour l'heure, prenons la direction d'Antibes pour cette édition spéciale signée France 3 Antibes et présentée par Jean-Bernard Vitiello.
Il est midi, bonjour et merci de nous rejoindre sur France 3 Côte d'Azur pour une édition spéciale après les intempéries d'hier soir. Intempéries meurtrières avec plusieurs victimes dans le haut pays des Alpes-Maritimes. Et le bilan n'est que provisoire. On va faire le point dans un instant avec Jacqueline Pozzi. Mais d'abord, ce matin, c'est un spectacle de désolation, de catastrophe incroyable que l'on peut découvrir en survolant les vallées de la Vésubie et de la Tinée qui ne sont pas assez accessibles par les routes normales pour l'instant. 53 routes sont coupées actuellement. Regardez ces images tournées par Frédéric Tissot tout à l'heure en hélicoptère. Des dizaines de maisons ont été emportées, notamment à Roquebillière, avec 2 personnes âgées qui avaient pourtant essayé de se réfugier sur le toit de leur habitation avant d'être noyées. Et ce matin, plusieurs villages sont totalement isolés. Le député Éric Ciotti vient de parler de vision d'horreur en ce qui concerne aussi le village de Saint-Martin-Vésubie. Il y a des centaines de gendarmes, de pompiers, de CRS sur place, mais les conditions d'accès sont très très complexes. On va tout de suite essayer de faire un premier bilan humain qui est vraiment provisoire, je le rappelle, car on a peu de certitude, vu les images. On va retrouver en direct Jacqueline Pozzi devant la caméra de Richard de Silvestro depuis la préfecture. Bonjour Jacqueline, est-ce que vous êtes en mesure ce matin de nous donner un bilan humain avec des personnes disparues et aussi retrouvées ? Oui, alors en milieu de matinée, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a tweeté pour annoncer que le gendarme porté disparu hier à Saint-Martin-Vésubie avait été retrouvé sain et sauf. Et je dois dire que c'est la seule bonne nouvelle officielle de la matinée. Toute la nuit, derrière moi en préfecture, la cellule de crise a continué de travailler pour coordonner les secours, essayer de retrouver des victimes. Il y a officiellement 8 personnes portées disparues dans les vallées de la Vésubie, de la Tinée, de la Roya. Parmi ces disparus, 2 pompiers qui circulaient dans leur voiture à la Bolène-Vésubie quand la route s'est effondrée. Et puis les 2 personnes âgées dont vous avez parlé qui vivaient dans une petite maison installée à Roquebillière en bordure de la Vésubie, maison qui s'est littéralement effondrée, happée par les flots. Donc 8 portées disparues, 3 personnes recherchées pour lesquelles il y a une suspicion de disparition. Ce matin, Christian Estrosi, le maire de Nice, parlait de 2 corps retrouvés, mais pour l'instant, il n'y a pas de confirmation officielle et d'ailleurs, il n'y aura pas de bilan officiel avant l'arrivée des ministres Gérald Darmanin et Jean Castex sur place tout à l'heure. Merci beaucoup Jacqueline, on va peut-être vous retrouver dans quelques instants pour un nouveau point, mais d'abord retour sur une journée et une nuit terrible à cause d'une tempête météo. Imaginez que par endroits il est tombé parfois 200 litres d'eau par mètre carré, jusqu'à 500 litres aussi sur certaines zones. En moyenne 200 litres d'eau par mètre carré sur 1 kilomètre seulement, ça fait 200 millions de litres, c'est presque impensable. Et c'est cette quantité d'eau qui a créé le chaos. Tout de suite, le rappel des images avec Olivier Chartier-Delègue. L'image terrible a été captée par l'un de nos confrères de Nice Matin. Dans quelques instants, la petite maison va être avalée par les flots de la Vésubie déchaînée. Avec elle disparaissent ses 2 occupants de 80 et 90 ans. Plus bas dans la vallée, le pont Maïssa n'a pas résisté. Son tablier s'effondre dans des gerbes d'étincelles électriques. La tempête Alex a durement frappé le haut pays des Alpes-Maritimes, avec par endroits des cumuls de 500 litres de pluie au mètre carré tombés en quelques heures. Les dégâts sont impressionnants. Il y a déjà eu des crues, mais jamais autant à cet endroit. C'est la première fois que je vois ça à Saint-Martin-Vésubie, c'est vraiment impressionnant. Vraiment, c'est catastrophique pour Saint-Martin-Vésubie et pour notre village. Il faut que tu fasses, il y a 2 équipes de plongeurs qui arrivent en plus, évacuer cet immeuble. Donc là, déjà, première maison, ils ont fait des évacuations, mise en sécurité. Pour les pompiers qui sont venus vous chercher, ponts effondrés, routes emportées, réseau téléphonique très faible, lignes électriques hors service. Comme Saint-Martin-Vésubie, certains villages sont littéralement coupés du monde. Dans les vallées, le bilan matériel est élevé, mais le bilan humain de la catastrophe s'annonce tragique. Ce matin, on dénombrait au moins 9 personnes disparues, dont 2 pompiers happés par les flots en pleine mission de sauvetage. Sur le littoral, le vent a soufflé fort par rafale et plusieurs violentes averses ont balayé la Côte d'Azur. Pendant plusieurs heures, la chaussée sud de la promenade des Anglais a été fermée à la circulation. Mais rien de comparable ici aux scènes d'apocalypse de l'arrière-pays. La tempête Alex a réservé ses coups les plus féroces à la montagne.
Pris au piège, de nombreux habitants du Haut-Pays venus travailler sur le littoral n'ont pu regagner leur domicile. Pour eux, des centres d'accueil d'urgence ont été ouverts, comme ici, à Carros. Le repas et une brosse à dents pour que vous faites votre toilette. Ce matin, il ne pleut plus, mais la situation reste tendue dans les vallées de la Roya, de la Tinée ou de la Vésubie. En aval, le fleuve Var gronde toujours, comme charriant un flot de mauvais souvenirs. Image dramatique, image impressionnante. Avec nous dans le 12-13, un représentant des pompiers du SDIS 06, le colonel Nicolas Franck. Bonjour, merci d'être venu sur le plateau du 12-13. Vous avez bien sûr d'abord une pensée pour toutes les victimes et notamment pour vos 2 collègues. Effectivement, l'information dramatique qui nous est arrivée hier soir est la disparition de 2 de nos collègues qui effectivement étaient engagés pour porter secours et qui se sont retrouvés malheureusement emportés par les flots dans leur véhicule. Est-ce qu'on connaît les circonstances et la route qui s'est affaissée? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient engagés sur une route pour essayer de progresser, puisque vos images l'ont bien montré, les routes sont très difficilement praticables, pour essayer de progresser et atteindre ces vallées éloignées du bord de mer des Alpes-Maritimes. Et lorsqu'ils cheminaient, malheureusement, la route s'est effondrée au niveau de la Bolène-Vésubie et ils ont été emportés par les flots. Je peux vous dire qu'à cet instant-là, l'ensemble des moyens qui étaient déjà présents sur place ont entamé les recherches immédiatement. Les conditions météo, la nuit, ont fait que malheureusement, encore une fois, cette nuit, il n'a pas été possible de localiser ni leur véhicule et encore moins leur corps, malheureusement. Émotion très importante ce matin pour tout le département des Alpes-Maritimes vis-à-vis des victimes, évidemment. On a vu aussi qu'on a pu retrouver, on le précise à nouveau, qu'on a pu retrouver un gendarme sain et sauf à Saint-Martin-Vésubie. Ça, c'est très très important de le dire. Combien de personnes aujourd'hui engagées? Donc ce samedi, combien de personnes engagées pour les secours? Les chiffres sont très précis, effectivement. Nous avons 604 sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes déployés sur le terrain, donc depuis hier soir jusqu'au plus fort de la lutte et encore aujourd'hui. Nous avons, grâce à une organisation zonale, pu acheminer 348 sapeurs-pompiers venus de l'ensemble des départements limitrophes, voire depuis le 34, depuis l'Hérault. Ce qui nous a permis, depuis l'épisode pluvieux, de mettre en sécurité 239 personnes déjà. Donc déjà 239 personnes mises à l'abri. Et malheureusement, nous sommes à la recherche des disparus en concomitamment avec les forces de gendarmerie. Alors on va préciser aussi une chose, que ce qui est compliqué ce matin, c'est l'accès, parce qu'on a vu qu'il y avait 53 routes qui étaient coupées. Donc comment faites-vous? Est-ce que vous pouvez utiliser des hélicoptères? Comment ça peut se passer? Alors effectivement, la difficulté première que nous avons rencontrée hier soir à la tombée de la nuit, c'est bien l'acheminement de nos renforts. Les renforts essentiellement proviennent du littoral. Il faut les acheminer en nombre et les routes barrées ne nous ont pas permis d'aller jusqu'au cœur des villages, au cœur des sinistrés. Ce matin, la météo nous aidant, effectivement, nous avons déployé jusqu'à 9 hélicoptères de la sécurité civile, de la gendarmerie nationale, de l'armée, que nous avons pu équiper avec des sauveteurs qualifiés à la fois en milieu périlleux et en milieu inondé, qui nous ont permis de se projeter au plus loin dans ces vallées, de les reconnaître pour pouvoir identifier les points où nous pourrions éventuellement dégager ces axes et essayer de faire les premiers sauvetages. Merci colonel Franck, merci d'être venu représenter le SDIS ici. Et j'ajoute ensuite qu'évidemment, hier quand on était sur le terrain, la population vous remercie. Il y a vraiment un élan d'affection très très certain vis-à-vis de vous, vis-à-vis des pompiers qui risquent leur vie. On l'a vu puisque 2 de vos collègues ont disparu dans les intempéries. Merci. On va maintenant passer à la réaction de Christian Estrosi. Christian Estrosi qui est maire de Nice, vous le savez, mais qui est aussi président de la métropole, qui regroupe toutes ces communes du Haut-Pays. Il vient de donner une conférence de presse il y a peu de temps sur les berges du Var. On va l'écouter tout de suite. Les mesures immédiates à prendre consistent à avoir le plus de moyens aéroportés de mobiliser, qu'avec à la fois le SDIS, les militaires et l'arrivée du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur dans quelques instants, avec lesquels j'ai communiqué, correspondu, ainsi qu'avec le président de la République hier dans la soirée, sont là pour nous confirmer que nous aurons des moyens lourds de l'armée qui seront mis à notre disposition dans la journée, à la fois pour ravitailler et pour évacuer toutes les personnes qui doivent l'être vers le littoral, c'est-à-dire d'abord les personnes qui sont fragiles en matière de santé, et il y en a, les personnes qui ensuite étaient en séjour et n'ont pas de résidence là-haut et qui sont aussi nombreuses, et puis les personnes qui n'ont aucune chance de pouvoir occuper leur domicile avant longtemps
et que nous nous chargerons avec nos services sociaux d'héberger naturellement le temps qu'il faudra et nous les prendrons en charge et nous les accompagnerons dans toute leur démarche. Voilà la réaction de Christian Estrosi, président de la métropole. C'est une Côte d'Azur sonnée que l'on retrouve ce matin, qui a eu peur, évidemment. Et c'est une Côte d'Azur qui a aussi des problèmes, évidemment, pour rentrer, pour retourner dans les vallées. Parce que beaucoup de personnes travaillent sur le littoral et n'ont pas pu hier soir rentrer chez elles. On va retrouver maintenant, en principe en direct, Nathalie Layani devant la caméra d'Ariane Massiglia. Nathalie, bonjour. Je crois que vous êtes à la réunion de la Tinée et de la Vésubie vers Saint-Martin-du-Var. Vous me le confirmez si c'est ça. Et là, vous vous trouvez avec des personnes qui n'ont pas pu rentrer chez elles? Voilà, c'est ça. On est précisément, Jean-Bernard, là où la route s'arrête pour tous les habitants des vallées de la Tinée et de la Vésubie. Vous l'avez dit, à l'embouchure entre les deux vallées, à la confluence entre le Var et la Vésubie que vous voyez derrière moi, cette rivière de boue qui coule encore très fort ce midi. Et à quelques dizaines de mètres derrière moi, la première route qui s'est effondrée, qui s'est dérobée sous la force de l'eau. Des routes coupées, des glissements de terrain, des chutes d'arbres. C'est comme ça sur quasiment toutes les routes qui mènent au village du Haut-Pays dans ces vallées. Et vous imaginez donc la galère des habitants de ces vallées qui tentaient de rentrer chez eux pour constater l'ampleur des dégâts ce matin. Alors certains s'étaient réfugiés à Nice hier soir, d'autres revenaient du travail et vers 21h se sont retrouvés bloqués ici. Ils ont dormi dans leur voiture. Alors quand ils se sont retrouvés bloqués d'abord à Saint-Martin-du-Var puis ici à Plan-du-Var, certains ont entrepris un long périple de près de 2 heures en passant par Lucéram, la Bolène-Vésubie, en espérant arriver certains jusqu'à Roquebière, mais sans garantie de pouvoir y arriver. On a recueilli leur témoignage ce matin. C'est bloqué à Saint-Jean-la-Rivière, avant et après Saint-Jean-la-Rivière. Donc il n'y a pas moyen de passer. Donc il ne me reste plus qu'une seule solution, parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes. C'est de passer par Peracava, le Turini et redescendre sur la Bolène. Et si c'est bloqué comme il l'annonce à Gordolon, donc entre la Bolène et Roquebilière, je laisserai la voiture là, puis je finirai à pied. Je suis bloqué depuis 21h hier soir. Donc j'ai passé ma nuit dans la voiture sur le parking en bas au Borousse. Et puis voilà, on attend les informations qui viennent au goutte à goutte. Et ce père de famille qui est assez pressé de rentrer chez lui nous a confié que si dans l'après-midi la route n'était pas rouverte, lui aussi rentrerait à pied, quelles que soient les consignes des gendarmes qui vraiment mettent en garde les automobilistes. De toute façon, l'accès est interdit et sur consigne du préfet, il est bloqué avec avec une grande fermeté, y compris évidemment pour les touristes. Alors leur sort est beaucoup moins grave, mais vous allez le voir, certains n'ont visiblement pas écouté la radio ce matin. Ils ont dû replier bagages avec évidemment beaucoup de philosophie compte tenu des circonstances. Nous voulions dormir à l'hôtel des Deux Vallées et nous n'avons pas pu venir puisque le pont de Charles Albert là, voilà, était fermé. On est de Nice et on allait à Berthemont. Faire une journée au spa, et on va aller faire une journée en Italie. Voilà, et la priorité évidemment pour les autorités, c'est de désenclaver ces deux vallées parce qu'aux routes coupées s'ajoute le problème des réseaux d'électricité, de téléphonie mobile qui sont encore extrêmement perturbés et qui compliquent, vous l'avez dit Jean-Bernard, l'intervention des secours. Et la consigne est claire, ne pas se rendre dans les vallées toute la journée. Pour l'instant, l'accès est impossible. Merci beaucoup Nathalie, en direct avec Ariane, avec la caméra d'Ariane. Et justement, vous en parliez à l'instant Nathalie, on va retrouver Magali Roubaud sur ce plateau. Magali, ce matin, est-ce que vous avez pu faire un point sur les problèmes d'électricité, de coupure d'électricité et aussi de réseau téléphonique? Oui Jean-Bernard, j'ai 2 chiffres à vous communiquer. 12 000, c'est le nombre de personnes qui sont privées d'électricité actuellement, essentiellement dans les 3 vallées, nous dit Enedis, qui est le seul fournisseur d'électricité dans ce secteur géographique du département. Le second chiffre, c'est 300 personnes qui essaient de rétablir ce courant, cette électricité. Alors il y a les salariés de l'entreprise, mais il y a aussi l'armée qui a été appelée en secours et qui fait des repérages d'hélicoptères. La priorité, bien évidemment, c'est rétablir l'électricité, mais en assurant la sécurité des personnes et des clients et surtout en arrivant à accéder à ces lieux. Ils sont confrontés aux mêmes problèmes que tout le monde. Ils doivent accéder aux endroits pour pouvoir les réparer. Un dernier chiffre,
14 000 foyers, personnes étaient privés d'électricité hier, donc 2 000 ont été rétablis. Magali, ce qu'il faut dire quand même à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas joindre au téléphone, donc Magali vient de le dire, c'est normal parce qu'il n'y a pas de réseau, n'imaginez pas le pire forcément, hein, c'est ça qu'il faut dire. Nous-mêmes, on a essayé de joindre pour avoir des témoignages des personnes dans ces vallées, dans ces villages, les maires, des élus, des adjoints, des habitants. On n'a pas eu de réponse, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, c'est juste qu'effectivement, il y a un problème majoritairement de communication. Merci beaucoup Magali pour ce point. On part maintenant en direct par téléphone, si c'est possible, avec Denise Delahaye qui a essayé de rejoindre la Bolène-Vésubie, mais je pense qu'elle a essayé de passer par le col du Turini, par Peracava ou Moulinet. Denise, est-ce que c'est cela? Est-ce que vous êtes sur la route? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends Jean-Bernard, et effectivement, j'ai réussi à rejoindre le fleuve Var en passant effectivement par la Bolène et par le col de Turini. J'y ai croisé effectivement de nombreux automobilistes qui habitent la vallée et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ce que font tout le monde, les habitants de ces vallées, pour essayer de rejoindre différents endroits. On passe par les routes, on essaye de voir si on peut passer ou pas. Et là, effectivement, c'est un paysage impressionnant, sous le soleil. Je suis face à cette partie de la route qui s'est complètement effondrée et qui a coupé effectivement le haut de la vallée du bas. Plus personne ne peut passer, il faut faire tout ce chemin par le col de Turini. Merci beaucoup Denise, reportage complet ce soir, France 3 Côte d'Azur, la télévision régionale et publique mobilisée évidemment aussi pour vous donner ces informations. On va se retrouver ce soir à 19h, mais d'ici là on a encore le temps de faire un bilan avec le colonel Franck donc, qui représente le SDIS 06, les pompiers donc, du département des Alpes-Maritimes. Est-ce qu'on peut faire un bilan vraiment des victimes et des personnes de la personne qui a été retrouvée? Alors oui, comme vous l'avez compris, le bilan est quand même toujours à affiner. Il est compliqué de remonter ces informations, eu égard au fait que les communications sont coupées. Et je voudrais juste insister là-dessus avant de vous redonner des chiffres. Il est pareil pour les personnes qui veulent joindre les secours en faisant le 18 ou le 112. La téléphonie est en grande difficulté. Nous avons ouvert nos centres de secours dans les différentes vallées de façon à ce que les personnes puissent y aller à pied, se rendre directement à la caserne et éventuellement se faire porter secours directement sur place ou demain appeler les secours de façon verbale plutôt que d'essayer de téléphoner, ce qui nous permet là aussi de mailler le terrain beaucoup plus efficacement que ce que nous pourrions le faire normalement. Si vous pouvez joindre des amis, donnez vraiment cette information. Dernière information aussi, le bilan. Donc on parle de 11 personnes, c'est ça, c'est 11 personnes disparues. C'est ça, c'est un bilan qui, je répète, reste à affiner. Dont, encore une fois, malheureusement, nos 2 collègues sapeurs-pompiers qui, eux, n'ont toujours pas été retrouvés. Pour autant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 239 personnes ont été recensées comme ayant été mises en sécurité par les sapeurs-pompiers depuis le début de l'épisode pluvieux. Merci beaucoup. Je m'adresse à la régie. Est-ce qu'on peut rejoindre Jacqueline une dernière fois, Jacqueline Pozzi, ou pas? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a le temps? Allez Jacqueline, on va vous retrouver aussi en direct depuis la préfecture, donc au cœur du dispositif où il y a évidemment un PC de secours. Jacqueline, vous confirmez et vous nous rappelez cette bonne nouvelle, le gendarme a été retrouvé? Oui, un gendarme effectivement de Saint-Martin-Vésubie porté disparu hier, retrouvé sain et sauf ce matin. À part ça, je ne peux que malheureusement confirmer ce que vient de dire le représentant des pompiers auprès de vous, Jean-Bernard. Il y a effectivement 8 personnes portées disparues, plus 3 autres recherchées avec une suspicion de disparition. Donc ça fait 11 personnes que les services de secours recherchent aujourd'hui. Merci beaucoup Jacqueline avec Richard de Silvestro, donc à la préfecture de Nice. On va se quitter sur ces images qu'on a vues en début de journal, des images tournées tout à l'heure en hélicoptère donc par Frédéric Tissot, mais aussi des images de drone donc qui montrent l'ampleur des dégâts. Regardez, avec encore des éboulements ce matin, regardez toutes ces maisons, toute la vallée de la Vésubie, donc Roquebillière, Venançon, mais également Saint-Martin-Vésubie, un village extrêmement touché par ces inondations. Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, parlait tout à l'heure de vision d'horreur. On ne peut parler de toutes les façons pour l'instant que de bilan provisoire parce qu'il y a des dizaines de maisons qui ont été emportées et évidemment les secours nous le disaient à l'instant, on ne peut pas faire un bilan définitif mais il s'agit vraiment d'une catastrophe impensable qui s'est déroulée dans la vallée de la Vésubie, notamment avec également des victimes, il faut le rappeler, dans la Roya, à Breil et du côté de Tende. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on va se retrouver ce soir à 19h pour une édition spéciale. À tout à l'heure. Voilà.
pour cette page spéciale bien complète signée France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après les intempéries dans le sud-est de l'Hexagone, c'était hier soir et une partie de la nuit. Restez avec nous sur France Info. Un point tout de suite sur l'actualité internationale.